Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Des annonces viennent d'être faites concernant les nouvelles mesures sanitaires en principauté, avec le retour du masque obligatoire dès demain en extérieur partout à Monaco. À compter de lundi, la validité des tests PCR passe de 72 à 24 heures. Plus de piscine dans le cadre scolaire. Le port du masque est rétabli pour la pratique sportive en intérieur. Le télétravail de nouveau généralisé et surtout une politique de vaccination qui tente à s'accroître. Et pour développer tout cela en détail, nous serons avec le ministre d'État, Pierre Dartout. Nous écouterons également le ministre de l'Intérieur, Patrice Helariaux, suite à ces nouvelles restrictions, notamment en ce qui concerne le cadre scolaire et sportif. Notre dernier invité, le docteur Kironi, un des membres du groupe référent Covid au CHPG, nous fera un état des lieux sur les cas de Covid-19 à l'hôpital et le profil type des patients atteints de cette maladie. Nous vous présenterons une voiture volante créée par plusieurs géotrouve-tout, dont le monégasque Erwan Grimaud, sans oublier les points infos de Julia Vial, avec notamment la qualification assurée en 8e de finale de l'équipe de foot de Monaco en Ligue Europa, ou encore par exemple la présentation d'une manifestation organisée par le club Zonta à l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes. Mais rentrons dans le vif du sujet. De nouvelles annonces viennent d'être faites ce vendredi concernant les mesures pour lutter face à la Covid-19. Des mesures mises en place jusqu'au 20 décembre. Recevons tout de suite le ministre d'État, Pierre Dartout. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On sentait cette 5e vague arriver. Là, 45 cas mardi, 30 cas mercredi, 27 cas jeudi. Avant de développer point par point toutes les nouvelles mesures, est-ce que l'on peut dire que la situation est inquiétante ? Oui, la situation est préoccupante, comme elle l'est dans tous les pays d'Europe occidentale. Donc la situation est très préoccupante. Parmi le renforcement des règles sanitaires, le port du masque obligatoire à nouveau ? Oui. Aujourd'hui, nous sommes conduits à rétablir l'obligation de port du masque partout en extérieur et en intérieur dans les lieux recevant du public. Alors je précise pour le masque que c'est quelque chose qui sera obligatoire dès demain, dès samedi. Pour ce qui concerne effectivement d'autres mesures, notamment le rétablissement du masque pendant les activités sportives en milieu scolaire en intérieur, ça sera quelque chose qui sera mis en œuvre à partir de lundi. Par ailleurs, nous nous remettons dans un dispositif de très forte incitation, notamment dans l'administration, dans les banques, dans les entreprises de services, pour que le télétravail soit le plus encouragé possible. Le pass sanitaire va également poser des problèmes en quelque sorte. Il va être désactivé, si j'ai bien compris, dans certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, je crois que surtout ce qu'il faut dire pour le pass sanitaire, c'est que, bien entendu, comme cela a été prévu, mais nous avançons la date de mise en application, il faudra dorénavant un pass sanitaire pour les résidents et les non-résidents pour entrer, par exemple, non seulement dans les restaurants, mais dans les terrasses des restaurants. Jusqu'à présent, il y avait une dérogation. Donc cela devait être mis en place le 1er décembre. Nous allons l'avancer à lundi. Pour le reste, effectivement, il y a des mesures qui sont prises en France auxquelles il faudra que nous nous adaptions parce que nous sommes liés à la France, notamment pour ce qui concerne la technique du pass sanitaire. Et une extension du pass selon des professions, c'est envisageable ? C'est un objectif que nous nous fixons à partir du 15 décembre. La vaccination n'a pas un taux suffisant en principauté. Elle est à un taux certes élevé, mais pas encore satisfaisant pour permettre une bonne protection de la population. Il y a donc une nécessité d'étendre le système du pass sanitaire. C'est une question que nous avons envisagée hier dans le cadre du comité mixte avec le Conseil national et nous allons dès lundi voir les organisations de professionnels, les représentants des salariés, des syndicats, pour voir dans quelle mesure on peut étendre le pass sanitaire pour ceux qui travaillent dans les lieux qui accueillent du public et pour lesquels le pass sanitaire est demandé à ceux qui y viennent, ceux qui fréquentent ces lieux ou ceux qui en sont clients, c'est-à-dire les restaurants, c'est-à-dire les lieux qui accueillent du public pour des spectacles, le Grimaldi Forum par exemple, l'opéra, les différents théâtres. Donc nous allons examiner ça dès lundi, mais pour ce qui concerne les modalités, mais notre objectif c'est effectivement dans ce cas précis d'étendre le pass sanitaire.
Et qu'en est-il de ce troisième vaccin par rapport à la France qui va le demander pour le pass sanitaire tout simplement? Alors nous sommes contraints de suivre la France pour permettre aux ressortissants monégasques et aux résidents à Monaco de pouvoir se déplacer partout, non seulement en France mais en Europe. Donc là, il y a une obligation. Alors c'est vrai que de ce fait, les personnes de plus de 65 ans sont invitées à bénéficier de cette troisième dose. Et les personnes qui ont été vaccinées depuis 6 mois sont également invitées à bénéficier de cette troisième dose. Alors, cela dit, à Monaco, comme vous le savez, nous avions mis en place un système d'analyse sérologique pour les personnes, pour voir où ils en étaient après leur vaccination. C'est vrai que ça peut rentrer un peu en contradiction avec le système mis en place en France. C'est pour cela que je crois qu'on pourra mettre en place, on est en train d'y réfléchir, un système qui permettra aux personnes qui n'ont pas la troisième dose parce qu'elles ont une analyse sérologique satisfaisante, de pouvoir ne pas bénéficier tout de suite de cette troisième dose. Mais cela dit, la limite à cela, c'est que ça sera valable seulement sur Monaco et pas ailleurs. Et donc, pour les déplacements à l'étranger, et notamment en France, il faudra quand même bénéficier de cette troisième dose. Autre restriction, pour finir, les cocktails debout seront interdits et la danse interdite également dans les lieux nocturnes. Alors, les lieux, effectivement, les établissements de nuit, les boîtes de nuit notamment, verront leur fonctionnement suspendu, mais je rappelle qu'ils ont pu fonctionner normalement pendant tout l'été. Et nous nous sommes aperçus que les cocktails debout, qui se font bien sûr sans masque, puisque ce sont des cocktails, peuvent être un facteur de contamination et donc ils seront suspendus à partir de lundi prochain. Peut-on envisager un couvre-feu comme on l'a déjà vécu? Alors justement, tout ce que nous voulons mettre en place, le rétablissement du port du masque, une application très stricte des gestes barrières et l'extension du pass sanitaire, c'est pour éviter des mesures trop restrictives. Nous avons tenu, il y a 1 an, à maintenir l'ouverture des commerces et des restaurants dans des conditions certes très encadrées, mais nous avons tenu à le faire. Le souverain ne veut pas que nous soyons condamnés à un nouveau confinement. Donc il faut pour cela appliquer des mesures très strictes pour éviter que les solutions les pires se mettent en œuvre et pour faire en sorte que tout se passe un Noël normal. Il faut sauver Noël. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui peuvent comprendre toutes ces nouvelles mesures, ces restrictions, mais qui sont fatigués par cette crise sanitaire? Cette crise sanitaire, elle est exceptionnelle, elle dure depuis maintenant presque 2 ans, elle est pénible pour tout le monde, mais il faut que l'on se donne les moyens de faire en sorte qu'elle soit la moins pénible possible. Il faut se donner les moyens pour qu'il y ait un retour à la vie normale dès que cela sera possible. Et pour cela, il faut que nous mettions en place des mesures qui sont certes difficiles, qui peuvent être impopulaires, mais qui sont indispensables pour éviter le pire. Pierre Dartout, merci. Merci à vous. Vous l'avez entendu, des mesures pour freiner la propagation du virus. Quelques chiffres. 145 cas d'enfants positifs à la Covid depuis la rentrée scolaire de septembre, dont 99 cas depuis le mois de novembre. Depuis 1 mois seulement, on peut facilement constater une accélération des cas. Et pour maintenir l'éducation en présentiel, plusieurs ajustements du dispositif sanitaire dans le milieu scolaire et dans le domaine sportif ont été mis en place. Je vous propose d'écouter Patrice Célario, le ministre de l'Intérieur, au micro de Vanessa Dessy. Devant ce constat et devant cette, je dirais, circulation intensifiée, la décision a été prise de supprimer les circonstances durant lesquelles la rupture du port du masque se produisait à l'école. D'où la suppression des cours de natation scolaire jusqu'aux vacances de Noël, et également remise de l'obligation en vigueur, de l'obligation de porter le masque durant les cours d'EPS. Pour le sport en association, on rend également obligatoire le port du masque durant l'activité sportive. Les exceptions que l'on prévoit, c'est celles qui existaient précédemment, notamment pour les sportifs de haut niveau,
les sportifs professionnels, les élèves qui préparent des examens de fin de cycle, donc ceux-là en sont exemptés. Et on rajoute une exception concernant la compétition proprement dite, c'est-à-dire qu'on devra avoir l'entraînement avec le masque et la compétition, on pourra l'avoir sans le masque. Pour l'activité sportive à l'extérieur, le masque n'est pas obligatoire, donc les sportifs pourront l'enlever. En revanche, ils devront être en possession de ce masque pour l'avoir avant de commencer leur pratique sportive et pour pouvoir le remettre, couvrir le nez et la bouche dès la fin de leur pratique sportive. Après le ministre d'État et le ministre de l'Intérieur, on reste sur ce dossier crise sanitaire avec le docteur Gilles Chironi. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Vous êtes membre du groupe référent Covid au CHPG. On constate un nombre plus important de personnes atteintes par la maladie depuis quelques jours à Monaco. Est-ce que l'on peut parler de cinquième vague ? Je pense qu'on peut parler de prémisse d'une cinquième vague probable. Vous savez, on a tous en tête ces courbes qui montent et qui descendent des vagues précédentes avec une phase ascendante quand même très prononcée, très verticale. On ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Là, je pense qu'on est au début d'un pic tel que celui-ci. On espère que ce pic sera le moins aigu possible et le plus aplati possible grâce à la vaccination notamment. À Monaco, on a une incidence qui est passée de 50 pour 100 000 à près de 200 pour 100 000. Incontestablement, il y a une augmentation de l'incidence à Monaco. Et à l'hôpital, on voit apparaître une légère augmentation des hospitalisations. Et quel est le constat justement au CHPG? Ce sont des personnes vaccinées, non vaccinées, les cas les plus graves sont des vaccinés, des non vaccinés. Quel est le profil type? On a au jour d'aujourd'hui 8 patients en pneumologie, 2 patients en réanimation. Et il faut bien dire que des patients vaccinés, il y en a. Alors ce sont des patients vaccinés qui ont eu des injections il y a longtemps, et surtout souvent qui ont des comorbidités, j'insiste là-dessus, des comorbidités à risque de Covid sévère, et puis aussi même des immunodéprimés qui font que la vaccination ne remplit pas toute son action protectrice. Quel est votre point de vue alors sur la vaccination, sachant que vous l'avez dit, on peut le constater là au CHPG, il y a des personnes qui sont atteintes mais qui étaient vaccinées? Notre point de vue sur la vaccination, c'est que c'est un outil qui est absolument incontournable pour la lutte contre cette épidémie. On a la chance actuellement, encore que ce matin on a eu une nouvelle peut-être un nouveau variant dans l'Afrique australe, mais qui n'est pas encore vraiment confirmé, en tout cas pas diffusé. Pour le moment, nous n'avons pas de nouveaux variants, donc on a quand même cette chance-là d'avoir des vaccins qui marchent sur le variant Delta qui est vraiment prédominant. Les patients dont je vous ai dit qu'ils avaient été doublement vaccinés, eh bien c'est une vaccination qui est relativement ancienne chez des patients à risque. La prévention la meilleure, c'est la 3e injection, qui n'est pas une 3e injection, mais qui est un véritable rappel. Et ce rappel, il faut le généraliser, il faut le faire le plus rapidement possible. Et tout simplement, est-ce que l'on peut faire confiance aux tests de sérologie ? Mais oui, les tests de sérologie sont importants parce qu'ils montrent qu'il y a une réaction immunitaire en réaction donc à la vaccination ou même à une infection passée. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2021, nous n'avons pas de preuve scientifique que cette sérologie peut guider la vaccination. Donc, pour le moment, on n'a pas ça. Peut-être que plus tard, on vous dira le contraire, parce que vous savez que dans cette épidémie, tout évolue très rapidement et les connaissances évoluent. Il nous faut des preuves scientifiques pour affirmer des choses en médecine et en particulier dans cette épidémie. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se faire cette 3e dose quand? La 3e dose doit être faite 6 mois après la 2e injection. Vous avez peut-être vu qu'en France, on parle aussi de 5 mois, mais enfin 5-6 mois, c'est la bonne période pour faire cette injection. On a pour cela de forts arguments qui sont des études épidémiologiques qui ont été faites en Israël. Vous savez que ce sont les premiers à avoir vacciné de manière massive. En Angleterre également, nous avons également 3 études récentes qui montrent que le rappel est efficace pour contrecarrer l'épidémie, refaire baisser cette incidence qui malheureusement a tendance à augmenter. Donc d'un point de vue très pratique, je vais voir mon généraliste et c'est lui qui me donne l'ordonnance pour la 3e dose. Comment ça se passe?
Vous appelez le 92 05 55 00 et vous prenez rendez-vous. Et ce rendez-vous est maintenant attribué automatiquement à partir du moment où vous avez plus de 18 ans ou que vous êtes monégasque. Très bien. Gilles Chironi, merci. Voilà ce que l'on pouvait dire des mesures sanitaires et de l'état des lieux sur la Covid-19 à Monaco. On vous retrouve, Julia Vial, pour un premier point sur l'information. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons ce tour de l'actualité avec du football et la qualification de l'AS Monaco en 8e de finale de la Ligue Europa. C'était hier soir face à la Real Sociedad. Une rencontre qui se solde sur le score de 2-1 en faveur de la Principauté dans l'antre du Stade Louis II. Cette victoire est synonyme de première place du groupe B et donc de qualification directe pour les 8e de finale les 10 et 17 mars prochains. Le tirage au sort est lui prévu le 25 février. Nous écoutons à ce sujet Youssouf Fofana, qui a d'ailleurs été expulsé à la fin de la rencontre contre la Real Sociedad. C'est juste pour couper une action, c'était la fin du match, il fallait que je me replace et que toute l'équipe aussi se replace. Après, c'est vrai que l'arbitre dégaine vite, il était sur la continuité de son match, on va dire. Mais ouais, j'ai été, avec du recul, j'avais l'impression d'avoir un peu laissé mes partenaires. Mais je suis très content de leur fin de match, ils ont été solides et grâce à eux, on se qualifie. Après ce beau succès, les Monégasques se tournent désormais vers la Ligue 1 et la réception de Strasbourg ce dimanche à 15 h. À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, le Club Zonta, en collaboration avec le Comité des droits des femmes à Monaco, a organisé plusieurs manifestations, dont une qui s'est tenue ce matin à Fontvieille. De 10 h à 18 h à la galerie commerciale de Fontvieille, le Zonta Club était présent avec plusieurs autres associations monégasques. Leur but était de sensibiliser les passants aux violences quotidiennes dont souffrent certaines femmes. Réparties en 3 stands dans toute la galerie, les bénévoles voulaient donc sensibiliser, mais aussi montrer leur disponibilité pour répondre aux questions des victimes de violences. Certaines femmes hésitent effectivement parfois à franchir la porte d'association. Ce jour-là, Fabien, les associations sont directement venues à elle. Le groupe Monte Carlo Société des Bains de Mer fait désormais partie de la labellisation Restaurant Engagé. Qu'est-ce que cela signifie, Julia ? Le label Restaurant Engagé permet de mettre en valeur les pratiques éco-responsables des restaurateurs et leur offre un accompagnement vers une démarche de consommation durable. Quelques exemples d'actions concrètes avec la réduction et le tri des déchets, la réduction et la limitation du gaspillage alimentaire ou encore la gestion des ressources eau et énergie notamment. L'intégration de ce label gouvernemental par le groupe SBM marque l'un des temps forts de la serre de 2021 puisque parmi les 5 établissements de prestige labellisés se trouvent notamment 2 restaurants étoilés. Merci Julien, on vous retrouve juste après ce reportage. Il s'agit de la première flying car française. Aujourd'hui, un entrepreneur se lance dans un pari fou, lancer une marque de voiture volante. Plus de détails dans ce reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Une voiture volante franco-monégasque, la Flying Car, a été conçue entre Sophia Antipolis et Monaco avec un concept bien particulier. Éviter de déplacer des tonnes de métal et éliminer les embouteillages sur Terre. Une voiture volante qui se déplacera dans les airs car selon la vision de son concepteur, dans le futur, les routes seront dans les cieux et l'homme voyagera dans les villes à l'aide de ce genre de véhicule. On parle de 5 à 10 ans. Ça peut aller plus vite parce que en fait, la technologie n'augmente pas de manière linéaire mais augmente de manière exponentielle. Donc on pense que d'ici une dizaine d'années, de très nombreuses villes seront équipées de ce système de véhicules. De très grosses compagnies aux États-Unis comme Uber s'intéressent vraiment au système. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà une 50aine de marques et de labels industriels qui sont positionnés. Et nous, on arrive un peu comme un nouveau player. Et notre idée à nous, c'est de faire des voitures volantes cool. Parce que tous les constructeurs qui sont aujourd'hui sur le marché proposent des choses qui ne sont pas vraiment forcément design. Et on arrive avec une proposition complètement innovante de dire qu'on va faire voler des icônes du passé, mais dans le futur. On avait une contrainte très forte qui était célébrer les 60 ans de la 4L. Donc il fallait que de près ou de loin, ça se rapproche d'une 4L. En tout cas de l'image iconique de la 4L. Et donc je pense qu'on a réussi notre pari. La complexité du projet, c'est le poids. Puisque pour faire voler un objet comme ça, il faut vraiment optimiser le poids. Donc on a dépensé beaucoup d'énergie à essayer de trouver des solutions et on a fait un châssis entièrement en carbone, une coque entièrement en carbone, tout ça dans un souci d'allègement pour qu'effectivement on soit sûr que l'engin vole. Et comme c'est le cas,
c'est réussi. Oui, on a fait tout ce qui est partie motorisation, contrôle de vol, gestion pour qu'elle vole. Déjà, c'est un gros bébé, ça pèse un certain poids. Et faire voler un petit drone, c'est simple. En faire voler un très gros, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de contraintes. Sans compter que bon, c'est un exemplaire unique. Donc on ne peut pas se louper ou réessayer. Donc ça a marché, donc c'est pas mal. Et là, on la présente sur l'héliport de Monaco où justement, elle peut faire quelques jolies photos. Aller vers un monde autonome en utilisant l'intelligence artificielle pour contrôler ce genre de véhicule, c'est ce que propose ce nouveau concept qui promet plus de sécurité et moins de consommation d'énergie puisque le véhicule est 100% électrique. Le design est étonnant. Julia, le Monte Carlo Jazz Festival a ouvert ses portes comme chaque année à l'Opéra Garnier. Plusieurs artistes de renom vont s'y produire jusqu'au 4 décembre et vous voulez nous parler de Jamie Cullum. C'était le 24 novembre dernier. Jamie Cullum attendait les amoureux du jazz à l'Opéra Garnier de Monte-Carlo pour une soirée complètement folle dans laquelle l'artiste a montré que cette musique est toujours aussi vivante. À 40 ans désormais, une poignée de disques d'or et de Grammy Awards en poche, il a définitivement fait sa place dans la grande famille du jazz vocal et personne ne viendrait remettre en doute sa légitimité. Avec toujours le même enthousiasme, Jamie Cullum continue de décliner sa vision désinhibée d'une tradition ancrée dans le jazz, mais résolument ouverte aux rythmes et sonorités des musiques populaires les plus contemporaines. Prochaine date ce lundi avec Gregory Porter. Une projection événement le 29 novembre prochain à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Les Monégasques pourront découvrir la folle histoire de Gogo. Le film Gogo sera projeté à 18 h dans la salle des Princes en présence de l'héroïne, la plus vieille écolière du monde, âgée désormais de 98 ans. Cette œuvre retrace l'histoire d'une femme exceptionnelle qui, à l'âge de 90 ans, décida d'intégrer l'école de son village kényan pour montrer l'exemple. Gogo veut alors lutter contre les mariages forcés qui sévissent dans son pays et ouvrir la voie à toutes les filles à qui l'accès à l'éducation a été très longtemps interdit. Un documentaire poignant et émouvant à ne pas manquer, Fabien. De plus, tous les dons récoltés à cette occasion seront reversés aux associations humanitaires qui œuvrent sur le terrain à la défense des droits de l'enfant. Noël n'attend pas avec l'association La Goutte d'eau présente lors du marché de Noël. L'association sera effectivement sur place jusqu'à ce dimanche et proposera aux visiteurs des couronnes de Noël, des centres de table ou encore des bougies. La Goutte d'eau a aussi reçu l'aide du collège FANB qui a confectionné les fameux Mariotte et Cali, ces gâteaux populaires que l'on confectionnait avec le reste de la pâte de la fougasse en forme de poupées pour les filles et de coques pour les garçons. Tous les fonds récoltés durant ces ventes seront destinés à aider les enfants malades de la région, Fabien. Une nouveauté sur notre chaîne en partenariat avec le diocèse de Monaco. À partir de ce dimanche et désormais toutes les semaines, vous pourrez retrouver la messe dominicale en direct sur Monaco Info. Rendez-vous donc tous les dimanches à partir de 10 h 30. Quel temps va-t-il faire ce samedi ? Nous ne serons pas à plaindre, Fabien, car il fera plutôt beau en principauté. Le soleil sera un peu plus discret qu'hier, mais il dominera Monaco une grande partie de la journée. Par contre, ça se rafraîchit avec 4 petits degrés dans la matinée et 11 de maximale dans l'après-midi. Couvrez-vous donc si vous avez prévu de sortir vous balader durant ce week-end. Demain sera la Sainte-Séverine. Merci Julia. Je vous le rappelle, l'info du jour, 2 nouvelles mesures sanitaires viennent d'être annoncées dans ce journal par le ministre d'État. Elles seront en application pour certaines dès demain, comme le retour du port du masque obligatoire en extérieur, partout dans Monaco, ou dès lundi, comme par exemple la validité des tests PCR qui passent de 72 à 24 heures. Pour plus de détails, vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux. Quant aux photos du jour de Michael Alési, elles sont consacrées, vous l'avez vu dans un reportage, à la voiture volante. On se retrouve samedi à 19 h. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.